La famille royale russe était pleine de figures scandaleuses. Aucune ne ressemblait à l'impératrice Élisabeth, avec ses punitions cruelles et inhabituelles, allant jusqu'à l'enlèvement de nourrissons. Il n'y avait jamais un moment d'ennui lorsqu'Élisabeth détenait le pouvoir. Si elle n'est pas encore plus connue aujourd'hui, c'est peut-être à cause de sa fin cruelle. L'Empire russe a vu défiler une longue lignée d'étoiles extravagantes, dérangées et scandaleuses. Pourtant, croyez-moi quand je dis que l'impératrice Élisabeth de Russie les surpasse toutes, de sa vanité sans bornes à ses punitions inimaginablement cruelles. La réputation d'Élisabeth de Russie aujourd'hui est empreinte de scandales et de contradictions, comme elle l'était à son époque. Un historien l'a qualifiée de souveraine, la plus paresseuse, la plus extravagante et la plus amoureuse, et le règne de l'impératrice reste encore aujourd'hui légendaire. Malgré toute sa beauté et son luxe, Élisabeth de Russie avait une histoire scandaleuse, une histoire glaçante. Au sommet de son pouvoir, la cour d'Élisabeth était au-delà de la décadence. Non seulement l'impératrice exigeait que tous ses courtisans portent les vêtements les plus luxueux, mais elle insistait aussi pour que personne ne porte 2 fois la même robe. Et elle faisait marquer les robes de ses hommes avec une encre spéciale pour faire respecter cette règle. Bien qu'Élisabeth exigeât que ses courtisans soient vêtus de manière somptueuse, l'impératrice incroyablement vaniteuse interdisait strictement à quiconque de l'éclipser. Elle a littéralement promulgué des édits proclamant que personne ne pouvait porter la même coiffure, la même robe, ni même le même accessoire qu'elle. Un jour, une courtisane nommée Lapakena n'avait pas reçu le message concernant la tenue d'Élisabeth ce soir-là, et s'est retrouvée à porter un ornement similaire à celui de l'impératrice. La réaction d'Élisabeth fut rapide et brutale. Elle gifla violemment la pauvre Lapakena au visage pour son impertinence. Comme vous le verrez, c'était Élisabeth dans un bon jour. Les excentricités d'Élisabeth de Russie venaient tant peut-être de son enfance extrêmement scandaleuse. Bien sûr, elle avait un pédigré à moitié royal. Son père n'était autre que Pierre le Grand, mais sa mère, Catherine, était une paysanne. Pour rendre les choses encore plus romanesques, le jour de la naissance d'Élisabeth, le 29 décembre 1709, elle était illégitime. Oui, c'était une recette pour le drame. En grandissant, Élisabeth était la préférée de son père, et il ne fallait pas être un génie russe pour comprendre pourquoi. La petite fille audacieuse, intelligente et sociable reflétait la personnalité vive de son père, et ils se ressemblaient même physiquement. Pierre était aussi sensible à la vanité que sa fille, et il la choyait. Enfin, sauf sur un point flagrant, Pierre a peut-être gâté Élisabeth avec des cadeaux, mais il lui a refusé une chose. Comme elle n'avait qu'une revendication lointaine au trône, Pierre lui a donné une éducation honteusement sommaire. Il a laissé la majeure partie de son éducation à sa mère paysanne, qui était plutôt dépassée lorsqu'il s'agissait des charmes de la cour. Cela n'a pas empêché Élisabeth de s'en sortir. Ce qui manquait à Élisabeth en éducation formelle, elle le compensait largement par son apparence. Elle était l'une des grandes beautés de son époque. Un ministre étranger, la décrivant comme blonde avec des cheveux châtain clair, de grands yeux bleus pétillants, de belles dents et une jolie bouche. Cela aurait dû l'aider à décrocher un mari royal, mais elle n'a connu que la tragédie. Outre le fait qu'elle était une beauté parfaite à Saint-Pétersbourg, Élisabeth avait une autre arme secrète pour gagner des alliés. Elle était absolument hilarante à fréquenter. Elle vivait la vie à fond et pouvait charmer même les courtisans les plus grincheux. Comme l'un de ses proches l'a dit, elle est extrêmement gaie et parle à tout le monde. En tant que fille royale de Pierre le Grand, Élisabeth aurait dû conclure un mariage éblouissant. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Bien que Pierre fût impatient de trouver un prince européen distingué pour sa fille, ces princes ne voulaient pas d'elle, invoquant son ascendance à moitié paysanne. Alors,
le monarque a dû recourir à des mesures désespérées. En 1724, le père d'Élisabeth la fiança à Charles Auguste, un prince d'une minuscule principauté allemande. Elle se contentait d'un mariage modeste, mais son père prévoyait quand même un mariage somptueux. Malheureusement, les noces étaient vouées à une fin déchirante. En fait, Élisabeth allait connaître une douleur qui ferait trembler Ivan le Terrible. Élisabeth de Russie avait 15 ans. Elle était belle, et son mariage royal approchait à grands pas. Cela aurait dû être un rêve devenu réalité, jusqu'à ce que tout se transforme soudainement en cauchemar. Avant que Pierre le Grand ne puisse accompagner sa fille préférée à l'autel, le tsar mourut. Élisabeth était inconsolable, ignorant qu'un autre chagrin l'attendait. Même si son père adoré était parti, Élisabeth avait encore sa mère Catherine pour se soutenir émotionnellement, mais cela ne dura pas longtemps. 2 ans plus tard, le 17 mai 1727, Catherine décéda également, faisant d'Élisabeth une orpheline. Mais elle avait toujours son fiancé, le prince Charles Auguste, n'est-ce pas? Eh bien, moins de 2 semaines après le décès de sa mère, Élisabeth reçut une nouvelle presque trop horrible pour être vraie. Son fiancé Charles était mort, et il n'y aurait pas de mariage du tout. À 17 ans, Élisabeth avait vu sa vie entière s'effondrer en quelques mois, et elle se retrouvait seule et vulnérable dans une cour remplie de vipères russes. Et ses serpents avaient des crocs. Élisabeth était physiquement imposante, et il n'est pas étonnant qu'elle ait fait une telle impression. Elle aimait l'équitation, la chasse, le patinage, et pratiquement toute activité où elle pouvait briller. Élisabeth ne se limitait pas non plus aux activités extérieures. Un courtisan affirmait qu'elle dansait mieux que quiconque qu'il ait jamais vu. La plus grande ennemie d'Élisabeth à cette époque était sa cousine, tout aussi belle, Anna Ivanova. Les cousines ne s'aimaient pas, mais leur rivalité atteignit bientôt des sommets inquiétants. D'une manière ou d'une autre, Anna sortit de cette tourmente en tant qu'impératrice de Russie. Et elle ne se contenta pas de faire plier Élisabeth, elle la détruisit presque. Après que sa famille eut disparu comme des mouches, les perspectives de mariage d'Élisabeth s'effondrèrent, et Anna était plus qu'heureuse d'aider à les anéantir. Anna déclara clairement qu'aucun noble ne pouvait épouser Élisabeth. Pendant ce temps, si Élisabeth choisissait un roturier, l'impératrice la dépouillerait de ses titres et de ses prétentions au trône. Et ce n'était même pas le pire. N'oubliez pas, Élisabeth était une femme magnifique, une vérité qu'Anna détestait profondément. En fait, un jour, Anna eut un moment de pure jalousie et tenta de piéger un ministre chinois en lui demandant qui était la plus belle femme à la cour. Quand le ministre désigna Élisabeth, Anna faillit exploser, mais elle se vengea froidement. Élisabeth était une jeune femme splendide, et il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne commence une relation passionnée avec un sergent robuste nommé Alexis Schuben. Bien que ce fût strictement une relation physique sans espoir de mariage, Anna finit par le découvrir, et sa réponse fut légendairement amère. Prenez garde à ne pas contrarier votre cousine jalouse si cette cousine est l'impératrice de toutes les Russies. Quand Anna découvrit l'amant d'Élisabeth, Schuben, l'impératrice dérangée, ordonna à ses hommes de couper la langue de Schuben, et comme si cela ne suffisait pas, l'exila en Sibérie pour le reste de sa misérable vie. Comment Élisabeth surmonta-t-elle la mutilation et le bannissement de son amant préféré? Elle prit un nouvel amant, bien sûr. Enfin, des amants, au pluriel. Et elle n'eut pas à chercher loin. Élisabeth sécha ses larmes sur les oreillers de son cocher avant de passer à ses valets de pied pour un soulagement cathartique. Elle espérait qu'elle typait généreusement. Élisabeth avait un type, et ce type était les hommes à son service, mais sa prochaine conquête dépassa vraiment tout. Alexis Razimovski était un chanteur paysan ukrainien, avec une voix douce et un visage encore plus charmant.
Élisabeth l'intégra dans sa chorale personnelle, et le poste venait avec quelques avantages secondaires de choix. Mais personne n'aurait pu prédire ce qui suivit. De ses débuts modestes naquit une romance légendaire. Bien qu'il n'ait pas le droit de se marier, Racimovski resta fidèle à Élisabeth, même à travers son ascension tumultueuse au pouvoir. En retour, Élisabeth était si dévouée à son choriste que les gens commencèrent à appeler cet homme robuste l'empereur de la nuit pour son influence. En 1740, un miracle se produisit. Enfin, la terrible impératrice Anna mourut. Sauf que cela signifiait seulement qu'Élisabeth avait un problème encore plus grand à affronter. Au lieu de la nommer impératrice, la cour couronna son cousin de 3 mois, Ivan VI, comme souverain. Oui, ils choisirent un bébé littéral plutôt qu'Élisabeth. Cette fois, Élisabeth ne se mit pas en colère. Elle se vengea. Dès l'instant où le petit Ivan Rose fut couronné, Élisabeth commença à comploter sa chute brutale. Rusée et intelligente, elle s'était toujours assurée d'être amicale avec la garde russe. Et le 25 novembre 1741, elle demanda une énorme faveur. Elle leur demanda de la rejoindre pour organiser un coup d'État, mais c'est la manière dont elle le fit qui est devenue presque mythique. Ce novembre-là, Élisabeth de Russie marcha vers le régiment, vêtue d'une cuirasse de guerrière sur l'une de ses robes fabuleuses. Elle convainquit les gardes avec une seule phrase. Élisabeth cria « Qui voulez-vous servir? Moi, votre souveraine naturelle, ou ceux qui ont volé mon héritage ?» Ce qui suivit cet exploit de relations publiques fut l'un des coups d'État les plus spectaculaires que la Russie ait jamais vus. Élisabeth et ses hommes marchèrent vers le palais d'hiver, firent irruption et arrêtèrent l'empereur bébé et ses parents, sans verser une seule goutte de sang. Mais cela ne signifie pas qu'Élisabeth n'a pas commis un acte horrible. Élisabeth avait initialement décidé de laisser Ivan fuir la Russie avec sa mère et vivre en exil. Au lieu de cela, elle lui infligea une punition bien plus sombre. Inquiète que le bébé puisse rassembler des partisans et menacer sa couronne, elle l'emprisonna dans une forteresse pour le reste de sa vie. Le pauvre garçon passa 20 longues années dérangé, en captivité, avant de mourir. Élisabeth de Russie savait que la clé pour conserver le pouvoir était de garder des secrets, et elle maintint le traitement horrible de son petit cousin sous une stricte confidentialité. Même le commandant de la forteresse ignorait l'identité d'un certain prisonnier. Mais ce n'était pas tout. Elle détruisit également presque toutes les références à Ivan dans les documents de la cour et les pièces de monnaie. Oh, mais sa cruauté ne faisait que commencer. Aujourd'hui, Élisabeth est célèbre en Russie, parce qu'elle refusa d'exécuter une seule personne pendant son règne. Au lieu de cela, elle donnait à ses ennemis un sort pire que la mort. Au début de son règne, Élisabeth eut vent d'un complot à la cour pour la renverser et réinstaller Ivan. Furieuse, elle rassembla les conspirateurs et leur donna une leçon. Au lieu de les exécuter, Élisabeth fit la chose gracieuse et les fit amener devant une foule, déshabillés en sous-vêtements et fouettés. Attendez, il y a plus. Elle emprunta ensuite une page du livre de sa vieille cousine Anna et fit arracher les langues des conspirateurs avant de les exiler. Où? En Sibérie, bien sûr. Au sommet de son règne, Élisabeth de Russie devint célèbre pour son comportement débauché, en particulier lors de ses bals. Elle en organisait pas moins de 2 par semaine, un pour toute la cour, et un pour générer une foire pour ses amis spéciaux. Ces rassemblements privés commencèrent comme des bals masqués, mais ils se transformèrent rapidement en autre chose. Les mascarades devinrent rapidement des bals de métamorphose, où Élisabeth forçait tout le monde à se déguiser en membre du sexe opposé. Élisabeth elle-même choisissait toujours un costume de cosaque ou de charpentier, soi-disant en l'honneur de son père adoré. Seulement,
elle avait une autre raison, plus égoïste pour ce déguisement. Bien qu'il ne le disait jamais, les courtisans détestaient les bals d'Élisabeth, à cause de l'allure ridicule que leur donnaient les costumes. Mais c'était exactement ce qu'Élisabeth aimait. Voyez-vous, pendant que tout le monde était ridiculisé, elle savait qu'elle avait l'air d'une beauté époustouflante dans des vêtements d'homme. Un courtisan le formula ainsi. Comme elle était grande et puissante, les vêtements masculins lui allaient bien. Élisabeth savait que son empire avait une grande faiblesse à résoudre, la question d'un héritier. Sans cela, la base de fans d'Ivan ne ferait que croître, ce qui explique peut-être son choix d'un neveu malléable, Pierre, comme prochain empereur. Élisabeth pensait pouvoir facilement contrôler Pierre, mais elle porta ce contrôle à un niveau supérieur. Non seulement Élisabeth fit venir Pierre en Russie pour y vivre de manière permanente, mais elle organisa immédiatement un mariage pour lui, avec Sophie d'Anhalt-Zerbst, une princesse allemande peu connue. Sauf que, apparemment, Élisabeth savait choisir, car Sophie deviendrait bientôt Catherine la Grande, ce qui ne signifie pas qu'Élisabeth la traitait avec respect. Élisabeth était incroyablement exigeante envers Pierre et Catherine, et exigeait une loyauté totale de leur part, même après qu'ils furent pas devenus adultes. Puis, en 1754, l'impératrice alla jusqu'à des extrêmes glaçants pour affirmer son pouvoir. Cette année-là, Catherine donna naissance à un fils nommé Paul, et Élisabeth revendiqua immédiatement l'enfant comme le sien. Et je veux dire immédiatement. Littéralement juste après que Catherine eut accouché, Élisabeth marcha vers la sage-femme et ordonna à la femme de lui donner le bébé. Elle ne laissa même pas la pauvre Catherine voir son propre enfant pendant un mois entier après cela. Et même alors, seulement brièvement. Pour Élisabeth, elle était désormais la mère de Paul. Dommage qu'elle ait fait un travail incroyablement terrible à ce sujet. Il s'avère que les impératrices vaniteuses ne font pas les meilleures mères, et Élisabeth traitait l'éducation de Paul plus comme un passe-temps amusant qu'un travail sérieux. Un instant, elle l'étouffait, et le suivant, elle partait danser. Elle était si négligente qu'une fois, le bébé serait tombé de son berceau et aurait passé la nuit inaperçu sur le sol. Cela l'a-t-il poussé à le rendre à Catherine? Pas du tout. La vanité d'Élisabeth ne connaissait vraiment aucune limite. Un jour, il lui arriva de coincer un peu de poudre dans ses cheveux, et elle dut raser une partie de son cuir chevelu. Puis elle fit payer tout le monde d'une manière brutale. Incapable de supporter l'humiliation, Élisabeth força toutes les dames de la cour à raser des plaques dans leurs cheveux également, même si elles retenaient leurs larmes. Vous vous demandez peut-être comment une femme aussi dérangée gérait les ravages de l'âge. La réponse est vraiment, vraiment mal. Le narcissisme et la cruauté d'Élisabeth ne firent qu'empirer avec l'âge, et à la fin de son règne, elle entrait souvent dans une colère noire, à la simple vue d'une femme plus belle qu'elle. Bien qu'Élisabeth ait eu un visage légendairement magnifique, elle avait un autre atout célèbre, ses jambes. Si les courtisans savaient ce qui était bon pour eux, ils s'assuraient de commenter à quel point ses jambes étaient belles devant elle. Et Élisabeth aimait les montrer dans des pantalons d'homme dès qu'elle pouvait organiser un autre bal de métamorphose. Élisabeth de Russie était définitivement de l'école de pensée, travailler plus intelligemment, pas plus dur. Bien que beaucoup de ses conseillers se plaignaient qu'elle était paresseuse et mettait une éternité à signer des documents, c'était probablement en réalité une stratégie ingénieuse. Élisabeth semblait souvent procrastiner comme une femme indécise classique, mais elle le faisait pour retarder judicieusement les décisions importantes et laisser les égos se calmer. À mesure qu'elle vieillissait, l'engagement d'Élisabeth dans la fantaisie prit des dimensions inquiétantes. À partir des années 1750, elle commença à souffrir d'étranges vertiges et de crises d'évanouissement.
L'impératrice vieillissante n'était pas idiote, mais elle n'était pas non plus prête à affronter sa propre mortalité. Au lieu de cela, elle interdit simplement à quiconque de prononcer le mot « mort » en sa présence. Malgré toutes ces lettres et débauches, l'impératrice était étrangement religieuse, et cela se manifestait dans les endroits les plus étranges. Pas très instruite, elle n'aimait pas la littérature profane car elle pensait qu'elle était nuisible à la santé. Puis, lorsqu'il s'agissait de ces bals travestis, elle interdisait à quiconque de se déguiser en pèlerin, car elle trouvait cela profane. La cour d'Élisabeth ne lésinait pas sur le département de la mode, et elle ne lésinait certainement pas sur celui de la nourriture. Il était tout à fait normal pour l'impératrice de commander des milliers de bouteilles de champagne pour un seul événement, et elle insistait généralement pour servir de l'ananas lors des soirées, ce qui, à l'époque, était l'une des plus grandes délicatesses en Europe. Les gens qui qualifiaient Élisabeth de paresseuse n'étaient évidemment pas conscients de sa productivité lorsqu'elle le voulait. Cette femme pouvait construire un palais de fête entier en 24 heures, et elle voyageait régulièrement l'immense distance de Moscou à Saint-Pétersbourg en moins de 2 jours. Ce qui explique peut-être son dernier grand exploit. L'impératrice Élisabeth avait une revendication douteuse à la célébrité. En tant que descendante directe de Pierre le Grand, elle était la dernière Romanov de sang pur sur le trône russe. En 1757, Élisabeth lança son projet le plus sanglant à ce jour, la guerre de 7 ans contre Frédéric le Grand de Prusse. Élisabeth commençait à fortement soupçonner que la Prusse essayait de limiter son pouvoir, et en plus, elle n'aimait tout simplement pas Frédéric et avait une vendetta personnelle contre lui. Voici la chose. Élisabeth était vraiment douée pour le carnage. Quand elle lança le conflit contre Frédéric, elle était comme un chien particulièrement vicieux avec un os. Année après année, le conflit prit des proportions épiques, mais Élisabeth continuait de marteler Frédéric avec ses hommes et refusait de reculer. Puis ce fut Frédéric qui craqua. En 1762, Frédéric, le roi de Prusse, un héros du champ de bataille, écrivit à un ami et confessa que la vaniteuse et vicieuse Élisabeth l'avait acculé. En fait, il était prêt à rencontrer une fin de soldat juste pour récupérer une partie de son territoire. Elle avait réussi. Élisabeth avait gagné, jusqu'à ce qu'un miracle se produise. La veille de Noël 1761, Élisabeth de Russie succomba à sa mauvaise santé et subit un accident vasculaire cérébral, décédant le jour de Noël. Ce fut un cruel retournement du sort. Sa disparition défit tout son travail dans la guerre de 7 ans et sauva ses ennemis d'une mort certaine. Quand Frédéric apprit sa fin, il la qualifia de miracle de la maison de Brandebourg. Mais Élisabeth n'était pas tout à fait terminée. Les funérailles d'Élisabeth furent totalement bizarres selon nos normes modernes. Comme il sied à une reine, son corps fut exposé en état pendant 6 semaines très mûres. Aujourd'hui, nous voyons le règne d'Élisabeth comme une longue fête décadente. Et, eh bien, c'était le cas. Mais Élisabeth cachait aussi une vérité honteuse. Elle était constamment au bord de la pauvreté. Et bien que ces salles de bal fussent remplies de la meilleure musique et de la meilleure nourriture, les quartiers d'habitation de sa cour étaient souvent exigus. En fin de compte, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur l'impératrice Élisabeth, mais cela nous amène à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, abonnez-vous pour plus de contenu, commentez ci-dessous, et nous serons de retour avec une toute nouvelle vidéo très bientôt.